Écoutez, on a perdu, en 15 ans, Arcelor, leader mondial de l'acier. Péchinet, leader mondial de l'aluminium. Alstom, un des leaders mondiaux de l'énergie. Technip, un des leaders dans l'oil and gas. Lafarge, le ciment donné aux Suisses. Alcatel, détruit, vendu à Nokia. On aurait pu racheter Nokia, on était plus haut qu'eux. Je vous parle même pas de Essilor. C'est ça le résultat? Il faut se réveiller. Là. La souveraineté, ça a un sens. C'est que ça, c'est, si vous voulez, quand vous perdez tout ça en 15 ans, il ne faut pas s'étonner s'il n'y a plus de PME en France. Mais... Sans qu'il y ait de triche. Alors, avec priorité au direct, s'il vous plaît, à l'Assemblée nationale, Éric Woerth qui s'exprime. On verra. On fait l'objet de longues discussions et ont été votés sans mauvaise surprise. Notamment les 43 mais ce sera toujours, mais vous savez, c'est un régime qui est terriblement amélioré par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Donc Michel LR, parti un peu trop tôt avant la fin, dit que personne ne fera 43 ans, de plus que 43 ans. C'est pas tout à fait vrai. Je ne commente pas les communiqués de LR. Je laisserai à LR le soin de communiquer, d'interpréter son communiqué. Ah non. Ça dépendra. Tout ça sera précisé par décret. Il y a quelque chose qui est très précis dans l'amendement. C'est un âge requis et une durée de cotisation qui ne peut pas dépasser 43 ans. Donc c'est clair. La surcote est une bonne chose, une surcote pour les femmes, enfin pas que pour les femmes, mais essentiellement pour les femmes qui, au fond, enregistraient beaucoup de trimestres de maternité, qui n'avaient pas eu autant d'interruptions de carrière que cela, et donc qui étaient déjà au taux plein, qui avaient tout leur trimestre un an avant, donc elles pourront bénéficier d'à peu près 5%, c'est-à-dire d'1,25% de surcotisation par trimestre. Est-ce que vous êtes confiant pour le vote demain ? Oui, moi je suis assez confiant pour le vote demain. Je pense que les choses se calent comme ça au fur et à mesure du temps. On voit bien que cette réforme elle est indispensable. Certes, elle est contestée, ce qui est bien naturel, c'est toujours le cas. Mais j'ai assez confiance. Je suis confiant dans la majorité, c'est sûr. Mais j'ai confiance aussi en LR. Il n'y aura pas besoin de 49.3. Eh bien, j'espère qu'il n'y aura pas besoin de 49.3 et je suis persuadé que cette réforme sera votée demain. On verra. Vous savez, certains attendaient les conclusions de la CMP. Cette CMP s'est bien passée. Chacun a pu s'exprimer. Cette CMP, elle a montré qu'en fait, il y avait une vraie convergence entre le Sénat et d'ailleurs LR au Sénat, mais aussi LR à l'Assemblée nationale. Donc, c'est plutôt positif. Dans cette CMP, il n'y a rien eu de nouveau qu'on ne connaissait pas déjà. Pas d'avancée. Pas d'avancée. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pas d'avancée. C'est pas un nouveau texte. C'est sûr. Ça, c'est pas un nouveau texte. C'est le texte tel qu'il a été présenté, amendé par le Sénat, amendé par la CMP. Sur carrière longue, notamment pour convaincre certains de vos anciens collègues. On est allé le plus loin possible sur les carrières longues. C'est au fond ce que souhaitait Olivier Marleix et c'est ce que souhaitait et le Sénat a accepté. Les LR du Sénat qui n'étaient pas d'accord se sont mis d'accord et la majorité a accepté. Ça coûte 300 millions d'euros. Mais c'est pas ce que souhaitait Aurélien Pradier et les Voilà, Éric Woerth qui s'exprime à la fin de la commission mixte paritaire pendant qu'il y a encore quelques petits moments de tension là dans le cortège parisien qui arrive à proximité de la place d'Italie. Les policiers font face à des groupes épars de Black Bloc qui tentent bien sûr d'en découdre avec eux. Loïc Besson est à l'Assemblée nationale, donc la commission mixte paritaire est allée assez vite dans ses travaux, Loïc. Oui, c'est ça. Elle est conclusive, comme on dit ici, c'est-à-dire que les 14 membres qui la composent ont trouvé un accord sans surprise, 10 pour, 4 contre. Les 10 députés et sénateurs, la République, Renaissance de la majorité ou encore LR qui s'étaient dit en faveur ont bien sûr voté pour. Ça y est, on connaît donc le texte qui sera soumis demain à l'ensemble des parlementaires au Sénat le matin, puis dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale l'après-midi. En revanche, rien n'est moins sûr concernant le résultat de ce vote, s'il y a vote déjà, s'il n'y a pas 49-3 à l'Assemblée nationale, parce que on vient d'entendre Éric Woerth qui parle d'avancer en direction des Républicains, en direction de ce que demandait Olivier Marleix, le président de ce groupe. Mais c'est vrai qu'il y a des frondeurs dans son groupe et il représente quasiment un tiers qui nous ont dit que le compte n'y était pas. Il y a eu des avancées dans le sens où le texte, il y a eu un amendement qui fait que personne n'aura à travailler concernant les carrières longues plus de 43 ans. En revanche, ceux qui ont commencé par exemple à travailler à 16 ans
ou à 18 ans pourront partir à 43 ans, mais il y aura une décote, c'est ce qu'on nous a expliqué aussi, y compris dans la majorité. Voilà pourquoi le compte n'y est pas. Maintenant, le gouvernement va continuer à compter les voix jusqu'à ce soir, tandis qu'on continue à écouter les réactions ici des membres de cette commission qui sortent les uns après les autres. Loïc Besson en direct de l'Assemblée nationale pour BFM TV. Alexandra Masson, donc les choses avancent. On a désormais un texte qui sera soumis demain aux sénateurs. Pas grande surprise, le Sénat devrait le voter. Et ensuite, l'Assemblée nationale, vote ou pas vote selon vous? C'est difficile à dire maintenant. Là, ce qui est certain, c'est que par contre, on a beaucoup avancé à la suite de la CMP, puisque maintenant on sait que les LR, quand même, très majoritairement, sont définitivement mariés avec la majorité, ce qui est quand même à l'encontre de ce qu'ils avaient dit au mois d'octobre, puisqu'au mois d'octobre, ils avaient dit qu'on a un vote budgétaire, c'est un vote d'adhésion fort. Ils ne le feront pas. Bon, bah là, ils ont fait l'inverse. On voit bien. Ils étaient tellement pressés de se marier, c'est comme un vrai mariage. On a le contrat de mariage avant même de passer devant Monsieur le maire. Ils ont envoyé le communiqué de presse de la CMP conclu visible avant même donc que la CMP est finie. Ils sont très pressés d'avoir ce mariage. On peut les comprendre. Ça fait un moment qu'ils sont sur la sellette. Ça fait un moment que c'est très divisé entre eux. Moi, je siège à côté. Mariage au sein de la droite. Je sais, puisque je siège à côté d'eux. Intéressé par LR que par les retraites, mais à un moment donné, ça a été mon parti pendant plus de 20 ans, donc je continue à m'intéresser à eux. J'en suis partie. J'espère que d'autres vont me rejoindre. Vous êtes un peu comme Éric Woerth, en fait. Pas du tout. Je suis complètement de l'autre côté et je ne désespère pas que mes voisins de droite qui ne veulent pas voter. Vous voterez pas le texte sur l'immigration, alors? Qui ne veulent pas voter. Et ça, monsieur, nous allons travailler. Nous allons travailler et nous verrons. Moi, je dis jamais avant de travailler ce que je fais. Je travaille et après, je verrai ce que je fais. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'eux, ils étaient extrêmement pressés puisqu'avant même d'avoir fini leurs travaux, ils ont communiqué. S'il vous plaît, Alain Duhamel. De toute façon, ce n'est pas un mariage entre la majorité et LR. C'est peut-être une passade, c'est peut-être une aventure, mais ça n'a rien de durable. Et on va le voir, on va le voir dans les textes qui sont déjà annoncés. On le sait bien, il y a toute une série de textes qui sont préparés, qui vont venir, et pour lesquels LR votera contre le gouvernement, évidemment. Des Alpes-Maritimes qui fait réagir Mme Masson, sans doute. Oui, alors, non, mais je veux dire, Olivier Dussopt, le ministre qui a porté ce texte, a salué sur Twitter la conclusion positive de la commission mixte paritaire entre députés et sénateurs qui a adopté un texte commun sur la réforme des retraites. Voilà, il n'a pas répété que c'était un texte de gauche. Non. C'est l'essentiel. Cela étant, il n'y avait quand même aucun scoop. Il y avait 4 parlementaires dans la CMP qui étaient contre, 10 qui étaient pour. Bon, on n'a fait que valider un texte. Voilà, on n'attendait rien, mais il n'y avait rien de surprenant qui sort de la CMP aujourd'hui. Est-ce que c'est de bon augure et ça va éviter le 49-3 alors, Alain Duhamel? Non, ça ne veut strictement rien dire. D'abord, on savait que ça se passerait bien aujourd'hui, et ensuite, demain, ça reste tout autant ouvert. Il y aura jusqu'au dernier moment. En réalité, on saura si à 49.3, si jamais on annonce qu'il y a la convocation d'un Conseil des ministres pour prendre la décision d'engager le 49.3. Mais jusqu'à la dernière seconde, c'est parfaitement ouvert. Et demain, il va y avoir ce qui est toujours extrêmement dangereux, un calcul de probabilité. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a, dans le temps, quand Bérégovoy était Premier ministre, il y a une loi qui est passée avec 2 voix d'avance. Et quand c'était Rocard, une autre avec 3 voix d'avance. Il ne faut pas oublier que Emmanuel Macron a commencé sa carrière politique sur un 49.3. Auquel il tenait. Parce que non, lui voulait un vote. Lui voulait le vote. Et on lui a imposé le 49.3. Emmanuel Valls voulait le 49.3. Donc ce serait quelque part un peu étrange que lui qui a tant regretté ce 49.3 finisse par se l'imposer et n'aille pas au bout de la logique, c'est-à-dire laisser le Parlement voter. Mais moi je pense que sur une réforme de cette importance, ce serait quand même mieux que je suis tout à fait d'accord. S'exprimer parce que on va s'exprimer sur autre chose. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il serait beaucoup préférable de prendre le risque, même si c'est un risque. Pardon, on a un chiffre à vous donner. C'est le chiffre de la CGT. Il y aurait 450 000 manifestants à Paris, une manifestation qui n'est pas terminée. Selon la CGT, 450 000, c'est-à-dire plus que le 11 mars. On est en période d'inflation. On attendra les chiffres de la police. Justement, puisqu'on en est sur la mobilisation, voyons avec vous Magali Chalet, cette 8e journée contre la réforme des retraites. Comment elle a marché la mobilisation alors? Alors pour l'instant, on n'a pas encore les chiffres au niveau national, mais ce qu'on sait dans les cortèges de province, il y a pour l'instant moins de monde que le 7 mars. Par exemple, il y a 7000 personnes dans le cortège à Marseille, selon la police, 8500 à Bordeaux et à Lyon, 4100 à Strasbourg. Et puis ensuite, dans la plupart des secteurs, il y a
aussi moins de grévistes, hein, peut-être sauf chez les éboueurs parisiens qui eux restent très mobilisés. Ils ont voté hier donc la poursuite de la grève au moins jusqu'au 20 mars. Et puis il y a les usines d'incinération d'Ivry-sur-Seine et d'Issy-les-Moulineaux qui sont aussi bloquées, et le ministre de l'Intérieur qui a demandé des réquisitions pour ramasser ces poubelles. Dans le secteur de l'électricité, chez EDF, il y a moins d'un quart des salariés qui étaient en grève à la mi-journée. C'est le plus faible taux de mobilisation depuis le début de la contestation contre les réformes des retraites. Mais il y a tout de même eu des coupures de courant dans le sud, notamment en Corse, avec 1900 clients qui ont subi des coupures à Ajaccio et 1 millier à Bastia. Et enfin, côté gaz, l'ensemble des sites de stockage est occupé et en grève, au moins jusqu'à la fin de la semaine. Les 4 terminaux méthaniers ont voté la reconduction de leur mouvement. Et puis le mouvement semble s'essouffler dans le secteur pétrolier, dans les transports. Exactement. Alors il y a plusieurs raffineries qui sont toujours en grève ce matin. Dans celle de Donge, Lamède et Fos, le mouvement est reconduit avec arrêt des expéditions. Et ensuite, dans les transports, le nombre de grévistes est aussi en forte baisse. À la SNCF, seulement 15% de grévistes à la mi-journée, même si le trafic reste encore perturbé. Même chose à la RATP, où le trafic est perturbé dans le RER. Et puis dans les airs, 20% des vols ont été annulés à Orly. Et enfin, pour terminer, le taux de grévistes chez les fonctionnaires s'effondre avec 2,7% de grévistes dans la fonction publique d'État, 2,2% dans la fonction publique territoriale et 4,5% dans la fonction publique hospitalière. Merci Magali Chalet. Le député écologiste Julien Bayou est avec nous en direct de l'Assemblée nationale. Bonsoir Monsieur Bayou. Les députés et les sénateurs sont parvenus à un accord donc en commission mixte paritaire sur une version commune du projet de réforme des retraites. Désormais, direction le Sénat demain matin et ensuite retour à l'Assemblée. La bataille contre cette réforme, vous êtes en train de la perdre ? Non, je crois qu'on est vraiment dans le dur du sujet. Vous voyez, nous dénonçons depuis longtemps une réforme à la hussarde, brutale, où il s'agit de voler 2 ans de la vie des gens. Je sais que ma collègue Sophie Taillé-Polian, on est dans le même groupe, qui est sur votre plateau, a pu défendre ces arguments. On défend le fait que cette réforme est finalement très peu démocratique. Emmanuel Macron n'a pas été élu pour ça. Il y a un examen tronqué à l'Assemblée. Il y a un refus de dialogue avec les syndicats. Il y a 90% des actifs et une majorité des retraités qui sont contre cette réforme. Et ça se finit avec un accord, vraiment, passez-moi l'expression, mais sur un coin de table, dans une boîte noire qu'est la commission mixte paritaire, avec des arrangements à coût de 300 millions, 1 milliard de ci, de là. C'est ni fait ni à faire. Il faut absolument la refuser. Et tout se joue demain, mais ça va continuer. J'appelle, si des personnes sont devant leur poste, j'appelle l'ensemble de la population à contacter leurs parlementaires. Pour l'Assemblée, c'est le 01 40 63 60 00. 01 40 63 60 00. Vous appelez à faire pression sur les parlementaires. Vous appelez les citoyens à faire pression sur les parlementaires. Je n'appelle pas ça faire pression, j'appelle monsieur à faire vivre la démocratie. C'est une démocratie. Écoutez-moi, c'est une démocratie représentative et je pense qu'on doit s'habituer à, quand on est élu, à recevoir des interpellations de la part de la population et quand on est représenté, eh bien interpeller son parlementaire, son député. 01 Alors ça, 40, attendez, parce que ça choque Julien Aubert qui est sur le plateau. Moi je trouve ça lamentable si vous voulez qu'on... assemblée-nationale.fr. D'accord. C'est lamentable. Vous représentez des gens quand ils travaillent et qui vous disent qu'ils veulent pas de cette réforme. La moindre des choses, c'est de les entendre, c'est de les écouter. C'est lamentable. On peut tout entendre, Monsieur Bayou. On peut ne pas être d'accord sur le fond. Maintenant, à un moment donné, entre la légalité et la légitimité, il faut savoir trancher. Il y a un parlement dans ce pays. Écoutez-le, vous pourrez lui répondre. Donc quand vous continuez, il y a des procédures. Attendez, on comprend plus. Pas le temps. Julien Bayou, écoutez ce que veut vous dire Julien Aubert, vous lui répondrez. Je vous demande de me laisser dérouler. Je vous demande de me laisser dérouler. Non, c'est non. Julien Bayou, c'est pas vous qui fixez les règles. Julien Bayou, c'est pas vous qui fixez les règles. Vous avez interpellé les citoyens via BFM TV en appelant à saturer le standard, à appeler les parlementaires. Alors, s'il vous plaît, vous faites peut-être la loi, mais vous faites peut-être la loi, mais vous ne faites pas la règle sur BFM TV. Alors, il y a un ancien parlementaire, vice-président des Républicains, qui veut vous répondre. Moi, je trouve ça inacceptable parce que sur le fond, on peut être en désaccord avec cette loi, mais on est une civilisation, on doit pouvoir débattre calmement des sujets. Et le fait, si vous voulez, de dire, j'appelle à faire pression sur des parlementaires, je voyais qu'on coupait l'électricité à certains parlementaires, que tout ça, si vous voulez, participe d'une forme de pression par la rue,
en considérant que le pouvoir légitimement élu, quand même, moi je ne soutiens pas Emmanuel Macron, mais il a été élu. C'est ça la démocratie. Si vous commencez à expliquer que le fonctionnement du Parlement n'est pas démocratique, malgré le fait d'ailleurs qu'on respecte parfaitement la Constitution, et que vous attaquez le mode de fonctionnement démocratique, eh bien vous êtes en réalité dans une espèce d'anarchie où c'est le plus fort et le plus brutal qui l'emporte. Oui, mais vous savez pas ce qu'il va dire. Le Conseil constitutionnel Vous tranchera. travestissez entièrement mes propos. J'appelle à faire vivre cette démocratie. Souffrez quand même que vos administrés puissent vous écrire, puissent vous appeler. Donc il y a, je dirais quand même, beaucoup de largesses qui sont prises et de lectures un peu hasardeuses qui sont faites de la Constitution. Donc oui, c'est normal que les citoyens et les citoyennes puissent s'adresser à leurs parlementaires, mais d'ailleurs ils le font depuis fort longtemps, pour dire qu'est-ce que vous pensez de cette réforme, etc. Et c'est tout à fait logique aussi. Et je peux vous dire que des mails, à d'autres moments, on en reçoit beaucoup. Et donc là, c'est normal que... Écoutez, il n'y a rien d'illégal à envoyer un mail à son parlementaire quand même. On va vous monter tout en épingle. Il n'y a rien d'illégal à envoyer un mail à son parlementaire. Et je soutiens Julien Bayou. Regardez nos couleurs. Ça y est, c'est moi. C'est ça. C'est qui en vert? C'est ça que j'ai noté. Non, attends. Bien donc. Le vert, ça porte malheur, attention. Peut-être comme d'habitude, je vais. On n'est pas 4 là. On n'est pas au complet. On n'est pas au complet. On n'est pas au manque complet. Colin. Qui manque toujours le même. Toujours le même. Gérard, qu'est-ce que tu fais? Expliquez-nous, Cyril Chevalier. Ah ouais, mais voilà, c'est lui. Donc, qui n'est pas là? Ils attendent. Comme d'habitude, je vous fais lecture du texte et puis après on fera des échanges individuels aux quatre coins de la salle, mais pas forcément de questions à l'ensemble de l'intersyndicale. Donc notre communiqué de ce jour s'intitule l'intersyndicale toujours déterminée à combattre ce projet de loi. Depuis le 19 janvier, lors de 8 journées de grève et de manifestations appelées par l'intersyndicale, les salariés, jeunes, retraités et plus largement toute la population ont massivement exprimé leur rejet du projet de réforme des retraites porté par le gouvernement. Ce mercredi encore, plus d'1,5 million de personnes ont manifesté. Ce refus très majoritaire du report de l'âge de départ en retraite à 64 ans et de l'allongement de la durée de cotisation est confirmé avec constance. 70% de la population, 94% des actifs et des actifs sont opposés à cette réforme. Le gouvernement a usé de tous les artifices constitutionnels pour que les débats parlementaires soient limités. Cette attitude relève du déni démocratique, au mépris de l'expression très majoritaire de la population et de la démocratie sociale. Elle est aussi indigne que dangereuse. Demain, jeudi 16 mars, les secrétaires généraux, co-délégués et présidents des organisations syndicales tiendront une conférence de presse devant l'Assemblée nationale à 12h30. L'intersyndicale appelle solennellement les parlementaires à voter contre le projet de loi. Ce refus serait ainsi conforme à la volonté générale qui s'est exprimée largement dans le débat public. L'intersyndicale soutient et se félicite de la détermination des jeunes, des travailleuses et travailleurs de tous les secteurs professionnels mobilisés et les invite à poursuivre toutes les actions demain, 16 mars, journée de l'examen de cette réforme à l'Assemblée nationale. L'intersyndicale se réunira à nouveau à l'issue de l'examen du projet de loi. Voilà, j'ai terminé la lecture et je vous remercie de votre attention et donc on va peut-être passer aux questions individuelles. Vous l'avez entendu, l'intersyndicale appelle solennellement les parlementaires à rejeter le texte. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'autre? Eh bien, une intersyndicale toujours unie, déterminée et effectivement qui rappelle que demain, les numéros 1 des 8 organisations syndicales se retrouveront devant l'Assemblée nationale à 12h30 pour faire pression sur les députés encore indécis pour qu'ils ne votent pas ce projet de loi. Et il y aura donc une nouvelle intersyndicale à la suite, bien évidemment, qui dépendra du résultat de demain, à savoir est-ce qu'il y aura eu un vote ou est-ce qu'il y aura eu un 49-3. On a bien compris que la suite du mouvement dépendra en fait de ce choix du gouvernement. Monsieur Savary, vous êtes resté avec nous. Qu'avez-vous envie de dire aux syndicats qui continuent de contester avec une unité rarement vue dans l'histoire sociale de notre pays ce texte que vous soutenez? Écoutez, je crois que on demande un effort collectif.
aux Français de travailler plus. On a essayé de le répartir. C'est pour ça qu'on agit sur les deux leviers. Je vous rappelle que la durée de cotisation protège ceux qui commencent tôt et le décalage de l'âge, la borne d'âge protège ceux qui commencent tard pour répartir l'effort collectif. Et nous avons pris en compte au Sénat, à travers notamment les mesures que nous avons proposées, justement, ces difficultés liées à l'usure professionnelle. C'est pour ça que ça manquait dans ce texte. Nous avons amené une touche de prise en compte des difficultés des travailleurs quand ils sont usés parce qu'ils ont des métiers qui les exposent à un certain nombre de risques professionnels. C'est une avancée quand même importante. Au niveau des mères de famille, eh bien là aussi, nous avons pris des mesures. Ce que je souhaitais rappeler, c'est que en fait, c'est seulement 5 à 6 personnes, maintenant même 5 personnes sur 10 à peine qui vont être touchées par les 64 ans. Les autres sont prises dans des dispositifs de retraite anticipée. Il y a quand même une avancée qui montre bien qu'il y a une prise en compte des difficultés rencontrées et exposées largement par nos concitoyens, me semble-t-il. Et pourtant, c'est ce qui ne passe pas. Une toute dernière question. Êtes-vous convaincu que massivement, demain, vos confrères et vos consoeurs députés LR soutiendront le gouvernement dans le vote ? Ben écoutez, nous avons essayé d'avoir une proposition de loi pour laquelle chaque assemblée a pu amener sa patte, malgré les difficultés rencontrées avec cet empêchement d'aller au bout à l'Assemblée nationale, qui est quand même dramatique. Et en conséquence, je pense qu'il pourrait s'approprier ce texte. Et je souhaite vivement qu'il soit largement voté, compte tenu des mesures d'adoucissement, je dirais, que nous avons proposées au niveau de cette CMP. Et voici Mathilde Panot. En quelque sorte menacé si nous faisions sortir de la CMP ce qui s'est passé, mais qui n'est pas seulement un huis clos, qui est en apesanteur sociale totale par rapport au pays. Vous avez l'impression dans cette salle, vu l'autosatisfaction qui y règne, qu'il n'y a pas de mouvement social depuis des semaines, qu'il n'y a pas 3,5 millions de personnes qui ont manifesté mardi dernier, qu'il n'y a pas des grévistes dans notre pays, une mobilisation aujourd'hui, et qu'il est à peu près normal que l'intersyndicale qui se mobilise depuis des semaines n'ait jamais été reçue par le gouvernement, qu'il est normal que ce texte soit complètement insincère puisque nous n'avons aucune des informations budgétaires alors que nous sommes sur un texte budgétaire, que ce texte n'a pas été voté à l'Assemblée nationale par le choix du gouvernement d'utiliser le 47.1. Bref, nous sommes dans une commission mixte paritaire qui est hors sol, qui n'est pas dans notre pays, j'ai l'impression, et qui donc apparemment a trouvé un accord entre les 10 parlementaires sur les 14 qui sont titulaires, entre les macronistes et les LR, pour faire avaler à tout le monde la retraite à 64 ans. Je précise qu'une des choses, dans une des rares avancées qu'il y avait, qui avait été menée par le Sénat, il y avait notamment la prise en compte de la pénibilité sur l'exposition aux risques chimiques, qui même ça a été enlevé. Donc vraiment, vous n'avez absolument plus rien dans ce texte. Et vous pouvez en tout cas compter sur nous, parlementaires de la NUPES, titulaires et suppléants, pour continuer à nous battre et dire que nous n'avons aucun compromis à faire sur la retraite à 64 ans. Voilà, Mathilde Panot qui s'exprime. Et avec nous sur ce plateau, Niagale Bagayoko, bonsoir. Vous êtes politologue, présidente de l'African Security Sector Network. On va revenir avec vous sur cette tournée africaine d'Emmanuel Macron, mais d'abord une réaction à ce qu'on vient d'entendre, aux déclarations du président français, lui qui a été accusé d'avoir pris parti pour le Rwanda dans le conflit en RDC. Est-ce que sa visite, est-ce que ces déclarations ont permis de lever certaines ambiguïtés ? En tout cas, ces déclarations sont plus fermes que l'on ne pouvait s'y attendre ou que ne pouvait le craindre des groupes de la société civile ou le gouvernement congolais. Même s'il n'a pas explicitement mis en cause le Rwanda, il l'a quand même cité en l'appelant à prendre ses responsabilités et en indiquant qu'il serait possible à terme, à moyen terme, que des sanctions soient prises. Donc, à mon avis, le président a en partie satisfait certains de ses interlocuteurs congolais. On a entendu son homologue congolais être plutôt sceptique quant au cessez-le-feu qui doit être entré en vigueur mardi. Vous partagez ce scepticisme ? Il y a de quoi être sceptique, dans la mesure où l'on parle quand même d'affrontements qui, dans le cadre présent avec le M23, durent depuis plus d'une année, mais qui plus largement, en ce qui concerne l'Est de la RDC, se prolonge depuis 2 décennies, voire plus. Donc, effectivement, il est très difficile d'être optimiste, notamment par rapport aux solutions mobilisées au niveau international.
Si on revient maintenant sur la tournée d'Emmanuel Macron, elle avait pour but de tourner une nouvelle fois la page de la France-Afrique et de répondre aussi à la vague de sentiments anti-français au Sahel. Est-ce que le président français est parvenu à redorer l'image de la France lors de son séjour en Afrique centrale ? Alors à mon avis, uniquement partiellement. Il y a eu très clairement un changement de ton que l'on a pu noter dès la conférence de presse qui a eu lieu à Paris le 27 février et qui s'est prolongé jusqu'à la visite en RDC, à l'exception de cet échange assez tendu entre le président Macron et le président Tshisekedi, où le président français a pu être accusé une fois de plus d'arrogance, de donner des leçons et de mettre en cause un partenaire africain de manière qui a pu paraître parfois irrespectueuse. Globalement, je dirais que l'on a pu constater à la faveur de ce déplacement en Afrique centrale que le sentiment d'hostilité vis-à-vis de la France est quand même beaucoup moins vif que ce que l'on peut constater au Sahel ou plus largement en Afrique de l'Ouest. C'est tout de même un exercice difficile pour le président français qui se rendait dans des régimes que l'on peut qualifier d'autoritaires où la démocratie n'est quand même pas portée en exemple là-bas. Non seulement des régimes autoritaires, avec des dirigeants qui sont au pouvoir depuis des décennies, si on prend le cas du Congo-Brazzaville, mais qui sont aussi des partenaires traditionnels de la France. Et c'est là, finalement, que la diplomatie française est attendue dans sa capacité à concilier la promotion de la démocratie qui reste un intérêt de la France, comme l'a formulé le président français, et ses relations avec ces régimes autoritaires qui violent la plupart des principes que la France est censée porter sur la scène internationale. Est-ce que c'est un partenariat par défaut parce que la France s'est fait chasser de l'Afrique de l'Ouest, du Mali, du Burkina Faso ? En tout cas, on constate un retour vers l'Afrique centrale. Il ne faut pas oublier que le président Macron s'était déjà rendu cet été au Cameroun, qui fait partie du même type de régime. En effet, l'Afrique centrale étant gouvernée précisément par des régimes autoritaires, il y a sans doute moins de prise pour de la contestation, de la mise en cause publique ou dans les rues du positionnement de la France dans ces régions. Il y a eu quelques manifestations en RDC, mais elles ont été quand même assez limitées. Mais l'image produite sur l'ensemble du continent reste quand même celle d'une France associée à des régimes non démocratiques, en dépit des discours tenus. L'image de la page de la France-Afrique, finalement, n'est pas si tournée que ça ? Alors, ça dépend ce qu'on entend par France-Afrique. La France-Afrique, dans son acceptation la plus commune, c'est un système népotiste, voire mafieux, qui couvre des financements de campagne, des contrats avec certaines entreprises françaises et africaines. Je pense que l'on est sorti de cette phase-là. Mais la façon dont la France peut s'émanciper de certains partenariats, d'un point de vue politique, avec précisément ces régimes autoritaires, n'apparaît pas encore à l'ordre du jour. La France elle a été très présente militairement en Afrique ces dernières années, et en particulier au Sahel. On sait que ça s'est soldé par un échec. Finalement, le nouveau mantra de la France, ce sera moins d'armées et plus de business en Afrique ? Alors, c'est ce qu'a annoncé le président, mais pas seulement. Plus de business, plus de sport, plus de culture, plus de santé, plus de sécurité perçue et présentée sous un angle dit nouveau, mais qui en réalité s'inscrit dans la continuité avec l'annonce de ces académies co-gérées qui prendraient la place des forces françaises prépositionnées. On se demande en fait si la France ne cherche pas à embrasser trop de domaines, si précisément, contrairement à la plupart des autres partenaires internationaux du continent africain, qui chacun investissent des niches assez bien identifiées, la prétention à la globalité, à l'exhaustivité et à l'investissement dans tous les domaines n'est pas en réalité un handicap pour la France. Merci beaucoup Niagale Bagayoko d'avoir été notre invité sur l'antenne de France 24. La plainte a été déposée en juillet 2019 pour violence sur mineurs. Les faits sont extrêmement graves. Par contre, j'ai porté plainte auprès des procureurs de Paris en qui j'ai une grande confiance.
Je pense que le procureur de Paris, il n'y a aucune raison que je n'ai pas confiance à la justice. Et c'est ce que je veux dire aussi à nos auditeurs. J'agis toujours dans le cadre du respect de nos institutions. Parce que pour moi, la majorité des magistrats, des policiers font le job. Débarrassons-nous des parasites, des ordures, des corrompus. Il y en a, tout le monde le sait. Ils constituent les réseaux. On va les sortir. Aujourd'hui, ils sont pourchassés déjà par plusieurs États. J'ai donné à peu près beaucoup de noms de magistrats français mêlés à des réseaux pédocriminels, à des États étrangers. Et c'est normal. Je ne pouvais pas les donner à la DGSI. En tout cas, je cite dans mon affaire les miens, parce que moi, je ne peux pas me porter par rapport aux autres. Les États à qui vous oui, les États. Alors, les États, bien sûr, je vais les citer. Les États-Unis, bien sûr. Et je remercierai jamais assez Ivanka Trump du super boulot qu'elle fait et de la bataille qu'elle mène très courageusement dans le cadre de la lutte contre la pédocriminalité. Il faut savoir que sous les Obama, on va pas revenir sur l'épisode Epstein ou Weinstein, mais Trump a fait arrêter plus de 3000 pédocriminels. Rien qu'aux États-Unis, je ne vais même pas vous parler de ce qui se passe dans le monde. Pour vous, l'affaire Epstein n'aurait pas pu advenir en dehors de l'administration Trump? Évident. Parce que il y avait, certaines affinités avec Obama et Clinton. D'ailleurs, c'est révélé aujourd'hui. Il y a des documents qui sont déclassifiés. J'ai eu la chance d'en avoir beaucoup avant tout le monde. J'ai même les noms d'artistes français, de responsables politiques français au 22 avenue Hoche. J'ai eu la chance de découvrir malheureusement que quand en France on disait qu'il n'y avait rien dans le dossier Epstein, qu'il y avait des petites filles françaises qui avaient été envoyées à Epstein depuis la France en cadeau d'anniversaire, des filles de 12 ans françaises. C'est ça le lien entre l'affaire Epstein et les réseaux français, il est là. Complètement. You know, forces from Eritrea that are there, and we have forces from an adjoining region, Amara, that are there. They need to come out. And a force that will not abuse the human rights of the people of Tigray or commit acts of ethnic cleansing, which we've seen in western Tigray, that has to stop. We also need full accountability. We need to get an independent investigation into what took place there.